Ma femme m'a fait une tasse de café avec une odeur et un goût étrange. J'ai préparé un café spécial pour toi, mon chéri, dit-elle. J'ai répondu par un sourire discret, sans qu'il ne s'en aperçoive. J'ai échangé ma tasse avec celle de mon beau-frère, qui semblait toujours prendre plaisir à me voir mal à l'aise. 30 minutes plus tard. Tu ne vas pas goûter le café que j'ai préparé spécialement pour toi, mon chéri, demanda ma femme, Laura, avec un sourire étrange qui ne touchait pas ses yeux. Le problème, quand on vit avec quelqu'un depuis des années, c'est qu'on commence à remarquer des motifs. De petits détails, des changements subtils. Et ce jour-là, l'odeur du café n'était pas le seul signe que quelque chose n'allait pas. J'étais assis à la table élégante de mon beau-frère, Marco, chez lui, où nous nous réunissions pour notre brunch familial mensuel. La tasse de café devant moi dégageait une odeur étrange, presque métallique, qui me retournait l'estomac. Je m'appelle Daniel, j'ai 32 ans et je n'aurais jamais imaginé en arriver à me demander si ma propre femme essayait de m'empoisonner. Mais après 5 ans de mariage et d'innombrables cas d'intoxication alimentaire, accidentelle, j'avais appris à être prudent. Surtout avec Marco. Il trouvait toujours un moyen d'orchestrer des situations qui me rendaient malade ou humilié, toujours avec ce même sourire innocent que Laura affichait maintenant. « Comme c'est gentil de ta part », répondis-je en forçant un sourire, tandis que mon esprit travaillait à toute vitesse. L'arôme du café était différent de tout ce que j'avais senti auparavant. Je me suis souvenu du mois dernier, lorsque j'avais fini aux urgences après avoir bu un jus chez Marco. Les médecins n'avaient pas réussi à expliquer mes symptômes, et Marco avait insisté sur le fait qu'il avait préparé le jus exactement comme d'habitude. Maintenant, de l'autre côté de la table, il m'observait attentivement en remuant son propre café, intouché. « Laura est devenue une vraie barista dernièrement », dit-il avec un sourire sarcastique. « Elle a testé différentes méthodes de préparation, juste pour toi. » La façon dont il avait appuyé sur « pour toi » me fit frissonner. J'avais déjà remarqué que Laura passait plus de temps chez Marco ces derniers temps, prétextant qu'il préparait une surprise pour notre anniversaire. Mais quelque chose clochait. Les conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsque j'entrais dans la pièce. Les messages étranges que j'avais aperçus sur son téléphone. Et maintenant, ce café a l'odeur particulière. J'ai levé la tasse et feint de boire une gorgée, observant leurs expressions. Laura et Marco échangèrent un regard rapide. Et à cet instant, j'ai su. Je me suis levé soudainement et j'ai regardé mon téléphone comme si je venais de recevoir un message urgent. Oh! Je dois prendre un appel du travail. Marco, est-ce que je peux utiliser ton bureau? En passant près de sa table, j'ai fait exprès de trébucher et, dans la confusion, j'ai rapidement échangé nos tasses. Oh, désolé, m'exclamai-je en me redressant. Je suis parfois tellement maladroit. Marco esquissa un sourire forcé et répondit, « Essaie juste de ne rien casser dans mon bureau. » J'ai hoché la tête et je suis sorti précipitamment, le cœur battant la chamade. De l'autre côté de la porte, je pouvais les voir à table. Il ne me restait plus qu'à attendre et observer. Quand j'ai vu Marco porter la tasse à ses lèvres, mon estomac s'est retourné d'anxiété. Une partie de moi voulait l'arrêter, l'avertir. Mais j'avais besoin de la vérité. J'avais passé trop de nuits à l'hôpital. Trop d'heures à me tordre de douleur. Toujours après avoir mangé quelque chose préparé par eux. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Quand j'ai rencontré Laura, il y a 5 ans, lors d'un événement professionnel, elle était attentionnée et charismatique. Marco semblait accueillant, il m'invitait aux rencontres familiales et avait même aidé à organiser notre mariage. Mais en y repensant, les signes étaient là. De petits accidents, lors d'événements importants, comme lorsqu'il avait renversé quelque chose sur mes vêtements. Ou comment ma nourriture semblait toujours avoir un assaisonnement de trop quand c'était lui qui cuisinait. Au début, ce n'était qu'un léger inconfort digestif. Puis, une étrange réaction allergique. Laura avait toujours une explication, peut-être que c'est quelque chose que tu as mangé avant, ou, je crois que tu couves un rhume. Mais avec le temps, le schéma était devenu évident. Le pire avait été il y a 2 mois, lorsque j'avais fini hospitalisé après avoir pris le petit déjeuner chez eux. Les médecins avaient trouvé des traces de quelque chose dans mon organisme, sans pouvoir identifier quoi. Laura avait convaincu tout le monde que j'avais dû prendre un médicament périmé. J'ai agrippé l'encadrement de la porte et observé Marco prendre une autre gorgée de café. Laura, distraite, tapait sur son téléphone. Ma tasse, intacte, était encore sur la table, froide. L'odeur métallique persistait.
Puis, j'ai remarqué un léger tremblement dans la main de Marco. Il posa la tasse sur la table. Son visage était livide. Soudain, il murmura, « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Laura leva les yeux, confuse. Mais son expression se mua en pur effroi lorsqu'elle réalisa dans quelle tasse il buvait. Elle se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Marco, qu'est-ce qui se passe ?» Ses mains tremblaient violemment. Je ne me sens pas bien. » Il tenta de se lever, mais perdit l'équilibre, s'accrochant à la table. « Marco, qu'as-tu mis dans ce café ?» Je suis sorti du bureau avec mon téléphone déjà en train d'enregistrer. Laura était à côté de lui, le visage blême. « Ce n'était pas ta tasse. » murmura-t-elle. Mais dans le silence de la salle à manger, tout le monde avait entendu. Ces paroles résonnèrent dans la pièce. Les yeux de Marco s'écarquillèrent, à la fois surpris et terrifiés. « Appelle une ambulance » halta-t-il en titubant avant de s'effondrer au sol. « S'il te plaît, je n'arrive pas à... » Sans hésiter, je composai le 911, gardant mon calme malgré le chaos autour de moi. Marco tremblait de façon incontrôlable, son corps secoué de violentes convulsions. Laura s'agenouilla à ses côtés, la panique gravée sur son visage lorsqu'elle comprit que son plan s'effondrait sous ses yeux. « Service d'urgence ? Nous avons besoin d'une ambulance au 1542, Maple Grove Drive, annonçai-je fermement, tenant mon téléphone d'une main et maintenant l'enregistrement actif de l'autre. Mon beau-frère fait une réaction sévère à quelque chose dans son café. Il est conscient, mais il convulse. » Alors que je parlais, le regard de Marco croisa le mien. L'expression calculatrice qu'il arborait toujours avait disparu, remplacée par une peur pure. « Daniel, tu as échangé » sa voix était faible, mais la compréhension était là. « Monsieur, l'ambulance est en route » assura l'opérateur. « Restez en ligne. » Laura commença à perdre pied. « Marco, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'était pas censé, enfin, ce n'était pas. »« Tais-toi, Laura. » Siffla Marco entre ses dents, sa colère surpassant momentanément sa douleur. « Tout ça, c'est de ta faute. Tu m'avais dit que c'était juste pour le rendre assez malade pour qu'il rate la réunion du conseil la semaine prochaine. Tu m'as promis qu'il n'y aurait aucune trace. » Un frisson me parcourut l'échine. La réunion du conseil. Celle où je devais présenter mon projet pour décrocher un contrat majeur, le même que Marco tentait d'obtenir depuis des mois pour sa société concurrente. Tout commençait à s'assembler. Le thé du mois dernier, ma voix était étonnamment posée. Et le petit déjeuner d'il y a 2 mois. Ce n'étaient pas des accidents, n'est-ce pas? Le visage de Marco se crispa sous une nouvelle vague de douleur. Le thé était censé te clouer au lit pendant la présentation du contrat avec Johnson et compagnie, mais tu y es allé quand même, il se tordit, une main sur l'estomac, avant de lâcher un rire amer. Laura disait qu'il suffisait de te discréditer, que les clients devaient te voir comme quelqu'un d'instable. Les sirènes résonnèrent à l'extérieur. Laura se releva brusquement, reculant d'un pas. « Marco, arrête de parler. Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Je sais exactement ce que je dis, » répliqua-t-il, sa voix tremblante de faiblesse. « On planifie ça depuis des mois, depuis que Daniel a commencé à me faire concurrence pour les clients. C'était toi qui devais t'assurer qu'ils boivent ce café. » Les ambulanciers entrèrent par la porte d'entrée, et je me reculai pour les laisser faire leur travail. Tandis qu'ils installaient Marco sur une civière, j'arrêtai l'enregistrement et envoyai immédiatement la vidéo à mon adresse email personnelle ainsi qu'à mon avocat. Laura resta figée, voyant son plan méticuleusement élaboré s'effondrer devant elle. « Je vais l'accompagner à l'hôpital », déclarai-je fermement au secouriste. « Après tout, je dois m'assurer que mon beau-frère reçoive le traitement approprié. » Je jetai un dernier regard à Laura. « Et je suis sûr que les médecins seront très intéressés de savoir exactement ce qu'il y avait dans ce café. » Les urgences de l'hôpital général de Nashville étaient en pleine effervescence, les médecins s'affairant autour des patients. Assis dans la salle d'attente, je fixai mon téléphone et lançai l'enregistrement de la confession de Marco. Sa voix tremblante, la panique dans ses yeux, tout était une preuve irréfutable que ce n'était pas seulement ma paranoïa. « Famille de Marco Almeida ?» appela une infirmière. Je me levai et remarquai l'absence flagrante de Laura. Elle avait marmonné quelque chose à propos d'aller garer la voiture il y a une vingtaine de minutes, et elle n'était jamais revenue. « Je suis son beau-frère », répondis-je en la suivant. « Comment va-t-il ? » « Il est stabilisé,
mais nous avons trouvé des niveaux inquiétants de toxines dans son organisme. L'expression de l'infirmière était grave. Le médecin aimerait vous parler de certains résultats inhabituels dans ses analyses sanguines. La docteure Phillips, une femme grande, aux cheveux grisonnants et au regard perçant, attendait à côté de la chambre de Marco. « Monsieur Martins, pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé avant que votre beau-frère ne tombe malade ?» Je pris une profonde inspiration et levai mon téléphone. « Je pense que vous devriez écouter ceci en premier. » Je lançai l'enregistrement du déjeuner et observai l'expression de la médecin passer d'une préoccupation professionnelle à une véritable alarme. « C'est extrêmement sérieux, » déclara-t-elle en prenant des notes sur sa tablette. « La substance que nous avons détectée ne peut pas se retrouver accidentellement dans du café. Il s'agit clairement d'un empoisonnement délibéré. » À ce moment-là, je vis Laura au bout du couloir, pâle et en sueur. Elle avait entendu chaque mot. Laura fit un pas dans ma direction. « Laisse-moi expliquer. » « Ne vous approchez pas, » avertit la docteure Phillips en appuyant sur le bouton d'appel des infirmiers. « Sécurité, chambre 412, s'il vous plaît. » Laura leva les mains en signe de reddition. Tout ça est un malentendu. Marco était confus, il ne savait pas ce qu'il disait. Je pris mon téléphone et cherchai le message que j'avais découvert sur son portable la semaine dernière, celui que j'avais secrètement transféré sur le mien. Alors, ces échanges entre toi et Marco, où vous parliez de vous assurer que je sois hors service avant la présentation, ce n'était qu'une simple conversation amicale. Son visage pâlit. « Tu as fouillé dans mon téléphone ? Après avoir trouvé ces pilules étranges dans le tiroir de ton bureau ? » « Oui, j'ai fouillé. » Je me tournai vers la docteure Phillips. « Docteur, j'ai été hospitalisé 3 fois au cours des 6 derniers mois pour des symptômes inexpliqués. J'aimerais savoir s'ils correspondent à ce que vous avez trouvé dans l'organisme de Marco aujourd'hui. » La médecin plissa les yeux. « Nous allons devoir effectuer des analyses pour comparer. Le service de sécurité s'assurera que votre épouse soit disponible pour un interrogatoire. » 2 agents de sécurité apparurent et se placèrent de chaque côté de Laura, qui semblait acculée. Sa façade soigneusement construite s'effritait sous nos yeux. « Marco et moi, » elle balbutia. « On essayait juste de t'aider à ralentir. Tu travaillais trop, tu prenais tous les clients importants. Marco disait que si on arrivait à te faire prendre un peu de repos, tout irait mieux. En m'empoisonnant ?» Ma voix resta ferme, même si mes mains tremblaient de rage. « Depuis combien de temps fais-tu ça ? C'est aussi toi qui as trafiqué ma nourriture à la fête de Noël ?» Le silence de Laura fut la seule réponse dont j'avais besoin. Derrière elle, je pouvais voir la chambre de Marco, où il était branché à plusieurs moniteurs. Son arrogance avait disparu, remplacée par la peur, celle de quelqu'un qui savait que ses plans venaient d'être mis à jour. « La détective Mendoza est en route », informa la docteure Phillips à voix basse. Elle voudra recueillir les témoignages de toutes les personnes impliquées. J'hochai la tête, ressentant une étrange sensation de calme. La vérité éclatait enfin au grand jour, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La détective Mendoza arriva en moins d'1 heure, imposant immédiatement le respect dans le couloir aseptisé de l'hôpital. C'était une enquêtrice chevronnée, spécialisée dans les affaires de violence domestique. Elle écouta attentivement pendant que je lui faisais écouter l'enregistrement et lui montrais les messages. « Monsieur Martins, » dit-elle en consultant ses notes, « vous avez mentionné des hospitalisations précédentes. Pouvez-vous me parler de ces incidents ?» Je repris mon téléphone et ouvris un document que je gardais précieusement depuis des mois. La première fois, c'était en février, après un dîner chez Marco. J'ai eu de violentes douleurs à l'estomac et des vertiges. La deuxième, en avril, à cause du thé. Ensuite, en juin, après un petit déjeuner avec eux. Je gardais une voix posée en poursuivant. Chaque fois, les symptômes étaient similaires, mais suffisamment différents pour que les médecins ne puissent pas établir de cause précise. La détective Mendoza plissa les yeux en examinant mon registre détaillé des dates, symptômes et circonstances. « Et vous documentez cela depuis quand ?» J'hésitais avant de sortir un autre téléphone de ma poche. J'ai aussi commencé à utiliser un téléphone de secours, avec un numéro différent. Je m'en servais pour enregistrer des conversations lorsque j'étais avec eux. J'ai plusieurs enregistrements où Marco et Laura parlent de leurs plans. Même s'ils faisaient attention à ne pas être trop explicites, il y en a une où Marco dit clairement, le contrat avec Johnson et compagnie vaut des millions, Laura. On ne peut pas le laisser ruiner tout ce pour quoi on a travaillé.
Il suffit de suivre le plan. Quelques jours malade, ça devrait suffire. La réponse de Laura était tout aussi accablante. Cette fois, j'ai quelque chose de plus fort. Il n'atteindra jamais la présentation. L'expression de la détective Mendoza se durcit en entendant l'enregistrement. Par la fenêtre de la chambre de Marco, je vis qu'il était déjà réveillé et bien moins sûr de lui que plus tôt. L'hôpital est en train de mener des tests toxicologiques, informa la détective. La docteure Phillips a déjà identifié plusieurs substances qui n'existent pas naturellement. Nous aurons aussi besoin d'échantillons provenant de votre domicile. Un tumulte à l'autre bout du couloir attira notre attention. Laura était en train de se disputer avec les agents de sécurité, sa voix devenant de plus en plus désespérée. « Je dois parler à mon mari !» cria-t-elle. « Daniel, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, on essayait juste de te protéger. » La détective Mendoza s'interposa entre nous. « Madame Martins, vous n'êtes pas en train d'améliorer votre situation. Nous avons déjà trouvé des preuves de préméditation. » Laura éclata de rire, un son creux qui résonna dans le couloir. On essayait juste de le ralentir. Il se tuait à la tâche, il prenait en charge tous les comptes importants. Marco a dit que si on arrivait à lui faire prendre du repos. En l'empoisonnant? La voix de la détective Mendoza était tranchante. Ce n'est pas de la protection, Madame Martins. C'est une tentative de meurtre. La couleur disparut du visage de Laura. Un meurtre? Non. Ce n'était pas notre intention. Alors, qu'espériez-vous accomplir exactement? Demandai-je, étonnamment calme. Quand tu as mis quelque chose dans mon café ce matin, qu'était-il censé se passer? Le silence de Laura en disait long. Derrière elle, je pouvais voir Marco observer depuis la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Son visage était un mélange de peur et de calcul. Je me demandais s'il essayait déjà de trouver un moyen de manipuler la situation, de justifier des mois d'empoisonnement systématique comme une erreur de jugement, dans le but de m'aider. Nous avons besoin des téléphones des deux, dit la détective Mendoza aux agents de sécurité. Je veux des officiers postés aux deux portes. Personne ne sort tant que nous n'avons pas les résultats toxicologiques. La docteure Phillips entra dans la chambre de Marco, une tablette en main. Son expression était grave alors qu'elle analysait les résultats. La détective Mendoza et moi la suivîmes, tandis que Laura restait dehors avec les gardes. Marco tenta de s'asseoir sur son lit, mais ses tremblements ne s'étaient pas encore totalement calmés. Le rapport toxicologique montre des niveaux élevés de plusieurs substances, annonça la docteure Phillips d'un ton clinique. Le plus préoccupant est la présence d'un composé spécifique, normalement utilisé dans des essais pharmaceutiques. Ce n'est pas quelque chose auquel le grand public devrait avoir accès. Le visage de Marco pâlit. C'est impossible. Laura m'a dit que ça ne provoquerait que des symptômes légers. Des symptômes légers? L'interrompit la détective Mendoza, prenant des notes. Comme ceux qu'a subis votre beau-frère ces 6 derniers mois? La porte s'ouvrit, et un autre détective entra, tenant un sac de preuves. Nous avons trouvé ceci sur le bureau de Madame Martins, chez Andersen Marketing. Il me montra plusieurs petits flacons aux étiquettes cliniques, ainsi que des notes détaillées sur les dosages et les réactions observées. Mes jambes faiblirent en réalisant l'ampleur de leur plan. Vous documentiez tout, comme une expérience? Ce n'est pas ce que vous croyez. Protesta Marco, mais sa voix se brisa. On devait juste suivre ce qui fonctionnait. Les premiers essais n'étaient pas assez efficaces. Alors vous avez augmenté les doses, conclut la détective Mendoza en examinant les flacons. Vous saviez que ces substances pouvaient être mortelles à des concentrations plus élevées. Un silence pesant s'installa. À travers la vitre, j'aperçus Laura s'effondrer sur une chaise dans le couloir, la tête entre les mains. Le contrat avec Johnson, murmurai-je, alors que les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Ce n'était pas seulement pour cette présentation, n'est-ce pas? Vous deviez m'écarter définitivement, parce que le client m'avait choisi comme chef de projet. Le visage de Marco se déforma sous l'effet d'un mélange de rage et de peur. Tu détruisais tout. J'ai bâti ce portefeuille de clients pendant des années, et puis tu es arrivé, et soudain, tout le monde voulait travailler avec toi. Et Laura a dit qu'elle pouvait régler ça, complétai-je, ma voix lourde d'accusation. En me tuant. Le poids de ces mots s'abattit sur la pièce. Ce n'était pas, Marco commença, mais la docteure Phillips l'interrompit.
La concentration de la substance retrouvée dans votre café ce matin, déclara-t-elle en le fixant droit dans les yeux, était significativement plus élevée que lors des précédentes hospitalisations de Daniel. Si vous l'aviez bu en entier, le résultat aurait pu être fatal. La détective Mendoza se tourna vers un autre agent. Nous avons besoin d'un mandat de perquisition complet pour leur domicile et leur bureau. Et contactez la société pharmaceutique mentionnée sur ces flacons. Trouvez comment ils ont mis la main là-dessus. Marco s'effondra contre ses oreillers, son expression vidée de toute arrogance. Ça ne devait pas aller aussi loin, murmura-t-il. Laura ne cessait de dire qu'il fallait juste une dernière tentative. Je m'approchai de son lit, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. Chaque fois que je suis tombé malade. Chaque réunion que j'ai manquée. Chaque client que j'ai perdu. Vous étiez là, en train d'observer, de prendre des notes sur l'effet de votre poison sur moi. Quel genre de personne cela fait-il de vous? Un silence assourdissant suivit mes paroles. Dehors, j'entendis les policiers lire ses droits à Laura tandis que d'autres agents arrivaient. Marco baissa les yeux vers ses mains, incapable de me regarder en face. Je me tournai vers la détective. Je suis prêt à faire ma déclaration officielle maintenant. Le procès dura 3 semaines, mais pour moi, il sembla une éternité. Je me suis assis dans la salle d'audience chaque jour, observant le procureur exposer méthodiquement son dossier contre Laura et Marco. Les preuves étaient accablantes, les flacons retrouvés dans le bureau de Laura, ses notes détaillées sur chaque tentative d'empoisonnement, les enregistrements de conversations et les messages dans lesquels ils discutaient de leur plan. Ce qui m'a le plus marqué, c'était leur comportement tout au long du procès. Marco, habituellement si courtois et sûr de lui, paraissait minuscule sur le banc des accusés. Laura, quant à elle, n'osait même pas me regarder, gardant les yeux rivés au sol tandis que les experts décrivaient en détail les effets potentiellement mortels des substances qu'ils avaient utilisées. Le témoignage de la docteure Phillips fut particulièrement accablant. Elle présenta une analyse approfondie, démontrant comment ils avaient progressivement augmenté les doses au fil du temps, rendant évidente leur intention de causer de graves dommages. Le représentant de la société pharmaceutique confirma que Laura avait volé les composés grâce à un ami d'université travaillant dans le département de recherche de l'entreprise. Les accusés ont suivi un schéma de comportement calculé, déclara la procureure dans sa plaidoirie finale. Ce n'était pas seulement du sabotage professionnel, mais une tentative systématique de nuire à M. Martins, avec une escalade évidente qui aurait pu entraîner sa mort. Quand le verdict fut enfin prononcé, je ne ressentis ni joie ni triomphe, seulement du soulagement. Laura et Marco furent tous deux reconnus coupables de multiples chefs d'accusation, y compris tentative de meurtre et conspiration. Les mots du juge résonnèrent dans le silence de la salle. La nature préméditée de ces actes, commis contre un membre de la famille sur une période prolongée, justifie la peine maximale. Je les regardais être emmenés, menottés, en me demandant comment la cupidité et la jalousie avaient pu transformer 2 personnes en qui j'avais un jour eu confiance en quelque chose d'inconnaissable. Leur entreprise, leur réputation, leur liberté, tout sacrifié dans une tentative désespérée de me détruire. 1 an après le procès, je me tenais sur le podium de la conférence des leaders d'affaires de Nashville, prêt à prononcer le discours d'ouverture. Je ne pus m'empêcher de voir l'ironie de la situation. C'était exactement le genre d'opportunité que Marco avait essayé de m'empêcher d'atteindre. Le contrat avec Johnson et compagnie, que lui et Laura avaient si désespérément tenté de me voler, m'avait finalement permis de décrocher plusieurs clients majeurs, faisant de moi l'un des dirigeants marketing les plus influents de la région. Le succès ne repose pas uniquement sur le talent ou le travail acharné, déclarai-je en balayant du regard la foule devant moi. Il repose sur l'intégrité, sur la capacité à bâtir des relations sincères fondées sur la confiance. Je marquai une pause, laissant mes paroles résonner. Parfois, les plus grandes menaces à notre réussite viennent de ceux qui nous entourent. Mais surmonter ces épreuves nous rend plus forts. Après mon discours, plusieurs jeunes professionnels vinrent me voir pour demander des conseils. Une femme, les yeux brillants de détermination, me demanda comment j'avais réussi à garder mon sang-froid tout au long de cette épreuve. Je lui répondis que je m'étais concentré sur ce que je pouvais contrôler, rassembler des preuves, suivre mon instinct et refuser de laisser la peur m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Plus tard dans la soirée, je reçus un email du client de Johnson et compagnie, confirmant le renouvellement de notre contrat pour 3 ans supplémentaires. Je souris, songeant à quel point tout aurait pu être différent si je n'avais pas écouté mon intuition ce jour-là, devant mon café.
Le journal local avait publié un court article ce matin-là sur l'entrée en prison de Laura et Marco. Je ne le lus pas. À la place, je me concentrais sur la proposition de projet de mon nouveau client, sachant que la meilleure revanche n'était pas de riposter. C'était d'aller de l'avant et de réussir, malgré ceux qui avaient tenté de me faire tomber. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un rappel puissant que les menaces ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, elles sont bien plus proches qu'on ne le pense. La cupidité et l'envie peuvent pousser certaines personnes à prendre des décisions irréfléchies, mais au final, la vérité finit toujours par éclater. L'essentiel est de rester intègre, de faire confiance à son instinct et d'avancer malgré les obstacles. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.